Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Trois touristes européens ont été blessés vendredi dans une attaque contre un hôtel d'une station balnéaire en Égypte. La chef de la politique étrangère de l'Union européenne a annoncé que l'Union européenne a préparé 100 millions d'euros pour la Libye. La Chine continue de surveiller les radiations à la frontière avec la RPDC et les récents essais nucléaires n'ont pas affecté l'environnement chinois. La chute continue du rapport UN-dollar est un test pour savoir si le marché peut accepter une plus grande volatilité. Et le monde entier s'est précipité pour voir le dernier film de la série Star Wars. Lors de sa sortie, il y a maintenant 2 semaines, et le public chinois doit se montrer patient. À la une de cette édition, 3 touristes européens, 2 Autrichiens et un Suédois ont été blessés vendredi dans une attaque contre un hôtel d'une station balnéaire en Égypte. La police a tué un assaillant et blessé un second. L'attentat de Hurghada, station très prisée sur les bords de la mer Rouge, pourrait porter un nouveau coup dur au tourisme en Égypte, déjà frappé de plein fouet après le crash fin octobre d'un avion de touristes russes dans le Sinaï, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique qui avait fait 224 morts. Les 3 touristes blessés à Hurghada souffrent de blessures à l'arme blanche, mais leur état est stable. Vendredi soir, les assaillants, armés de couteaux, ont tenté d'entrer dans l'hôtel Bella Vista en passant par le restaurant de l'établissement. Un des 2 assaillants a été abattu par les forces de sécurité, tandis que le second a été grièvement blessé. Depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, l'Égypte est en proie à de nombreuses attaques djihadistes qui visent principalement les forces de sécurité. Les stations balnéaires de la mer Rouge avaient été relativement épargnées et Hurghada et Sharm el-Sheikh continuaient d'attirer des visiteurs venus notamment de Russie ou d'autres pays d'Europe de l'Est. L'envoyé pour la paix des Nations Unies, Staffan de Mistura, est arrivé à Damas pour rencontrer le ministre syrien des Affaires étrangères. De Mistura rencontrera Walid Moualem aujourd'hui pour discuter des préparations pour les pourparlers entre le gouvernement et l'opposition plus tard ce mois. Les discussions sont la première étape d'un ambitieux plan de 18 mois approuvé par l'ONU, dont le but est d'arriver à une transition politique en Syrie. Avant cette visite, de Mistura a rencontré des membres de l'opposition à Riyad, dans l'objectif de confirmer la date de début des discussions et la composition de la délégation de l'opposition. Il a également rencontré des ambassadeurs impliqués dans les discussions sur la Syrie à Vienne en octobre et en novembre. De Mistura sera également en visite en Iran dans les prochains jours pour désamorcer les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les 2 pays soutiennent des côtés différents dans la guerre syrienne. Médecins sans frontières a déclaré que 23 personnes étaient mortes de faim dans la ville syrienne assiégée de Madaya depuis le 1er décembre. Parmi les victimes, il y a 6 bébés de moins de 1 an et 5 personnes de plus de 60 ans. L'ONU a indiqué que 40 personnes, dont la moitié sont des enfants, avaient besoin d'une assistance immédiate à Madaya, où l'accès a été restreint par les forces pro-gouvernementales. Jeudi, Damas a autorisé les agences de l'ONU à envoyer de l'aide à la ville. Les convois se dirigeront vers Madaya dans les prochains jours. La chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Federica Mogherini, a annoncé que l'Union européenne a préparé 100 millions d'euros pour la Libye, disponibles une fois que le gouvernement entrera en fonction. Madame Mogherini a prononcé cette déclaration lors d'une conférence de presse à Tunis, en marge de discussion avec le Conseil présidentiel de la Libye. Il y a des choses que l'Union européenne continue à faire pour soutenir le peuple libyen, en particulier l'assistance humanitaire, même dans les moments les plus difficiles de cette crise. Toutes les difficultés de ces 2 dernières années, nous avons toujours dit que nous voulons faire davantage. Nous avons préparé 100 millions d'euros pour soutenir les activités humanitaires et construire des institutions qui seront prêtes dès le premier jour de l'accord national du gouvernement.
Federica Mongerini a également rendu hommage aux victimes d'un attentat à Zliten jeudi. Au moins 60 policiers ont perdu leur vie et 200 autres ont été blessés lors de l'explosion d'un camion près d'une base de police dans l'ouest de la ville libyenne. Pour l'instant, aucun groupe n'a revendiqué l'explosion, mais le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat suicide à la bombe à un point de contrôle d'une bande pétrolière de la Libye. La branche de l'État islamique en Libye a publié un communiqué déclarant que l'attentat de jeudi à Ras Lanouf, dans l'est du bastion côtier de Sirte, a été exécuté par un combattant étranger utilisant une voiture remplie d'explosifs. 6 personnes, dont un nourrisson, ont été tuées. Les procureurs fédéraux belges ont déclaré qu'ils pensaient que les explosifs utilisés dans les attaques de Paris en novembre dernier ont été fabriqués dans un appartement de Bruxelles. L'annonce fait suite à un raid dans un bâtiment de la ville de Schaerbeek en décembre où la police a découvert du matériel pouvant être utilisé pour fabriquer les explosifs, également des traces de peroxyde d'acétone et des ceintures d'explosifs. Les enquêteurs ont également trouvé une empreinte de Salah Abdeslam, le frère de l'un des assaillants qui est revenu de Paris le matin après les attaques et qui n'a pas encore été retrouvé. La police en France pense que les attaques de novembre dernier, dans lesquelles 130 personnes ont péri, ont été partiellement planifiées en Belgique. Des assaillants vivaient à Bruxelles avant les attaques. Les autorités belges ont depuis arrêté 10 personnes, dont celui qui a loué l'appartement en utilisant un faux nom. Des manifestations géantes ont lieu en République populaire démocratique de Corée vendredi. Des milliers de personnes étaient sur la place Kim Il-sung dans le centre de Pyongyang en soutien aux essais nucléaires de cette semaine. Les organisateurs disent que 100 000 personnes ont pris part à l'événement ponctué de feux d'artifice. Les hauts responsables comme Pak Pong-du, le Premier ministre, et Kim Ki-nam, le secrétaire du Parti des travailleurs de Corée, participaient à la manifestation où ils ont prononcé des discours. Selon eux, la RPDC a procédé à des tests pour défendre la souveraineté nationale du pays. Les responsables qualifient les essais nucléaires de mesures d'autodéfense pour sauvegarder la paix dans la péninsule de Corée et la sécurité dans la région. Ils affirment que la RPDC, en tant que puissance nucléaire responsable, n'utilisera jamais cette arme en premier, ni ne transférera sa technologie dans aucune circonstance. Le Parlement sud-coréen a passé une résolution dénonçant le 4e essai nucléaire de la RPDC 2 jours après que le pays dit avoir réussi un essai de la bombe à hydrogène. Les 207 membres du Parlement ont voté oui à la résolution. Cette dernière dit que l'essai est une menace pour la sécurité nationale de la Corée du Sud, ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région et le monde entier. Elle conseille à la RPDC d'abandonner immédiatement ses projets d'armes nucléaires. La résolution conseille au gouvernement de garantir ses capacités de défense contre les capacités nucléaires de la RPDC. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a échangé des points de vue avec son homologue sud-coréen, Yoon Byung-se, sur la situation sur la péninsule coréenne. Lors d'un appel téléphonique vendredi soir, le ministre a déclaré que la position de la Chine continue à être la promotion de la dénucléarisation de la paix et de la stabilité sur la péninsule et la résolution des problèmes à travers le dialogue. Wang Yi a réitéré la position de la Chine sur les essais nucléaires et a ajouté que la Chine souhaitait coopérer avec la Corée du Sud pour aborder la situation compliquée et encourager tous les côtés à retourner aux négociations dès que possible. Le ministère chinois de la protection de l'environnement continue de surveiller les radiations à la frontière avec la RPDC. Et bonne nouvelle, les récents essais nucléaires nord-coréens n'ont pas affecté l'environnement chinois. Les données sont recueillies dans 36 stations de surveillance le long de la frontière. La plus proche du site des essais se situe à 75 km. Le ministère dit qu'il conduira également des tests sur des échantillons humains, analysera les données et rendra publics ces chiffres. Les chiffres seront publiés sur le site internet du ministère toutes les 6 heures. Le dernier essai nucléaire effectué mercredi par la République populaire démocratique de Corée continue à susciter une vague d'inquiétude partout à travers le monde. Plusieurs experts croient cependant qu'il ne s'agissait pas d'une bombe à hydrogène. Reportage.
De ce point de vue, Joe Bermudez dit qu'il n'y a pas de doute que la RPDC a effectué des essais nucléaires souterrains. Nous avons remarqué des activités ici et là, on voit qu'ils déplaçaient de la terre. Et même si les choses ne sont pas toujours claires quand vient le temps de parler de la Corée du Nord, M. Bermudez se dit certain. Au meilleur de notre connaissance, ce n'était pas une bombe à hydrogène. Mais la situation demeure quand même assez troublante, admet-il. Eh bien, nous devrions être très préoccupés, absolument. C'est lors d'un projet portant sur l'armée populaire de Corée que M. Bermudez s'est intéressé pour la première fois au pays. L'auteur de 5 ouvrages sur la RDPC analyse des renseignements commerciaux sur cet endroit qu'il croit être animé par une seule chose. Il croit que les armes nucléaires sont au cœur de la survie du pays. C'est devenu un élément central de fierté nationale et des valeurs de la nation. Il s'agissait du 4e essai nucléaire de la Corée du Nord au cours des 10 dernières années. Chaque test, selon M. Bermudez, rapproche le pays de son but ultime, qui est d'être capable d'atteindre les États-Unis avec un missile balistique muni d'une arme nucléaire miniaturisée. Et chaque essai, selon lui, est une affirmation par le dirigeant du pays qu'il est le seul maître à bord. On ne peut pas savoir exactement ce que Kim Jong-un a derrière la tête. Il se trouve dans une position où il doit s'affirmer sur une base régulière, au moins pendant les premières années. M. Bermudez pense que ce qui est arrivé mercredi ne représente pas seulement une menace militaire, mais aussi cela rend les investisseurs très nerveux. Cela affecte l'économie de la Corée du Sud, l'économie au Japon et de la Chine. Cela affecte aussi l'économie des États-Unis, qui affecte aussi en retour l'économie de la Chine. Maintenant que la République de Corée a annoncé qu'elle va reprendre ses émissions de propagande visant ses voisins, la balle pourrait être dans le camp de Pyongyang. Cela aura un impact sur les Nord-Coréens, leur réaction sera très importante. Le déchiffrement des intentions occupe M. Bermudez depuis 30 ans. Et c'est beaucoup plus difficile que de simplement suivre leurs mouvements sur ces cartes satellites. Les indices de prix à la consommation et de prix à la production chinois ont baissé au mois de décembre. Les prix des secteurs de la consommation ont gagné du terrain, mais les prix des secteurs de la production restent négatifs. L'inflation de la consommation a légèrement remonté en décembre avec une hausse de l'IPC de 1,6% sur l'année. Sur une base mensuelle, les prix alimentaires ont augmenté de 2,7% par rapport au même mois l'an dernier, qui avait joué un rôle primordial dans la hausse de l'IPP de ce mois. Les prix des produits non alimentaires ont quant à eux augmenté de 1,1%. Le PPI de décembre a baissé de 5,9%. Il s'agit du 46e mois consécutif de baisse. Sur une base annuelle, l'IPP a grimpé de 1,4% par rapport à 2014 et le PPI a chuté de 5,2% en 2015. Le chef de la Banque de développement asiatique a déclaré que la croissance économique chinoise était encore très élevée comparée aux autres économies. Takehiko Nakao s'exprimait à l'occasion d'un forum aux Philippines. L'économie chinoise ralentit, mais s'il est peut-être de 6,7% cette année ou comme l'an dernier de 6,9%, c'est quand même très élevé comparé aux pays en développement et bien sûr aux pays développés. À ce stade, je ne pense pas qu'il y aura un ajustement sérieux de l'économie. La chute continue du rapport yuan-dollar est un test pour savoir si le marché peut accepter une plus grande volatilité. Écoutons les acteurs du marché. Depuis que les échanges ont débuté en 2016, les taux de change onshore et offshore du renminbi ont tous deux fluctué avec de larges marges. Les analystes déclarent qu'il reste de l'espace pour que le yuan se déprécie à l'avenir. Le renminbi a commencé à être apprécié à la fin de l'année 2010. Le taux de change du dollar américain face au renminbi a rebondi ces dernières années et la hausse s'est accélérée depuis août dernier. Il y a toujours de l'espace pour une croissance du taux de change, le taux pouvant atteindre presque 6,8, mais il lui sera très difficile de dépasser 7. Bien que la différence entre les taux de change des devises en renminbi onshore et offshore s'est élargie au cours des 3 derniers jours de change, les analystes déclarent que le yuan est en effet basé sur le marché.
Je perçois en effet d'importants signaux plutôt évidents selon lesquels les autorités veulent faire évoluer la devise vers une valeur plus juste. La Banque centrale a réduit l'intervention sur le taux de change du renminbi. L'inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux va permettre de commercialiser le renminbi à l'avenir. Je pense que la différence entre le taux de devises étrangères du renminbi onshore et offshore montre que la Banque centrale promeut la commercialisation du yuan. Et avec une internationalisation accélérée du yuan, les analystes déclarent que le taux de change en devises étrangères connaîtra davantage de fluctuations. Les investisseurs devraient accorder une plus grande attention au taux de change et organiser leurs actifs de façon appropriée. La Chine a annoncé la suspension du mécanisme de coupe-circuit des marchés boursiers à compter de ce vendredi. Il avait initialement été introduit en vue de fournir une période de refroidissement au marché et de protéger les intérêts des investisseurs. Cependant, selon la commission de régulation boursière, les effets négatifs de ce mécanisme surpassent les effets positifs. Explication. Les responsables chinois ont tout fait pour atténuer les tensions en annonçant la suspension de ce nouveau mécanisme de disjoncteur et signifiant la volonté d'éviter une panique des ventes. Certains suggèrent que cela pourrait aboutir à l'effet contraire. Les régulateurs ont également confirmé qu'ils étendraient de 3 mois une interdiction de 6 mois visant les principaux actionnaires quant aux ventes de leurs actions dans les grandes entreprises. L'interdiction devait expirer vendredi et beaucoup spéculaient que sans de nouvelles restrictions, quelques 150 milliards de dollars d'actifs seraient vendus instantanément. Et au-delà des frontières de la Chine, beaucoup s'interrogeaient sur ce que signifierait l'instabilité du marché de la seconde économie mondiale pour le reste du globe. C'est là qu'est le truc. Il tente d'interpréter ce qu'est véritablement la faiblesse des prix des actions en Chine et ainsi savoir ce qui se passe en Chine. Et les marchés mondiaux ont réagi en accord avec ces annonces. Et beaucoup attendent de voir ce qui se passera pour la devise chinoise, le renminbi. La Chine fut le seul pays à ne pas avoir affaibli sa propre devise, tandis que tous les autres concurrents avaient affaibli les leurs. Donc je pense que désormais, avec une très forte devise et une économie qui décélère, il est totalement naturel que la devise commence à baisser alors que la Banque centrale assouplit sa politique. Et ailleurs, c'est exactement la même chose qui pourrait se produire. Donc je ne pense pas qu'il y ait de raison de paniquer. La Banque centrale de Chine a autorisé la valeur officielle du renminbi à décliner de façon progressive, ce qui a de nouveau été fait jeudi. Certains disent qu'il s'agit là d'une indication des efforts du gouvernement pour faire évoluer l'économie vers la consommation, mais que cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien que Beijing le souhaiterait. Et depuis que la Chine compte pour 1/6 de l'économie mondiale, les investisseurs indiquent qu'il s'agit là d'une cause dont il faut s'inquiéter. Ce fut également une très mauvaise journée pour les marchés dans cette partie du monde. Le Dow Jones industriel et le S&P 500 ont chacun fermé en chute de 2,3%. Le Nasdaq a perdu encore davantage, moins de 3%, amenant les marchés américains à des plus bas records en 3 mois. Et il s'agit du pire démarrage sur 4 jours depuis le début de l'année d'échange en plus d'un siècle. Une cérémonie pour les plus prestigieuses récompenses dans le domaine de la science et de la technologie en Chine a été organisée à Beijing. Au total, ce sont 295 projets et 7 scientifiques étrangers venant de plusieurs pays dont la Suède, le Japon et la Russie qui ont été récompensés pour leurs progrès et contributions scientifiques. Pour la première fois depuis 2005, il n'y a pas eu de gagnant pour la récompense suprême cette année. Le projet de train à grande vitesse reliant Beijing à Tianjin a remporté le prix spécial du progrès technologique. Les National Science and Technology Awards, créés en 2000, comprennent 5 prix. Le prix suprême de la science et de la technologie, le prix de la science naturelle, le prix de l'invention technologique, le prix du progrès scientifique et technologique, et enfin le prix de la coopération scientifique et technologique internationale. Le plus grand salon mondial de l'électronique, le CES, se poursuit à Las Vegas, dans le Nevada. Et l'un des secteurs qui suscite le plus d'intérêt dans ce salon est celui de l'automobile. Mon chauffeur arrive pour venir me chercher. Mais cette Audi Q5 est un peu différente. Elle est connectée. Cette voiture est une Delphi Drive connectée, équipée d'un radar et de systèmes de vision et plus d'une vingtaine de capteurs. Delphi est l'un des plus importants fournisseurs de pièces pour automobiles au monde, mais il pourrait un jour convaincre les conducteurs d'enlever leurs mains du volant pour se laisser conduire. Un véhicule Delphi Drive a récemment effectué le trajet entre San Francisco et New York, 99% du temps de manière autonome.
Ce signal indique comment le véhicule peut se relier aux autres véhicules connectés. Et ce signal indique la manière dont il pourra détecter un piéton en train d'envoyer des messages sur son téléphone sur le bas-côté, permettant d'éviter un accident potentiel. Comment faire que ces capteurs et ces systèmes de perception soient suffisamment bons pour que le véhicule soit capable d'anticiper ces problèmes? Le véhicule peut éviter une situation qui pourrait amener à faire ce genre de choix. C'est une vraie promesse technologique. On peut trouver des simulations de conduite autonome partout au CES, le site de Hyundai par exemple. Le constructeur Kia a même ajouté une touche de réalité virtuelle. Mais pour Chevrolet, l'avenir c'est déjà maintenant. Il est possible de faire un tour le long d'Electric Avenue dans le véhicule tout électrique, le Chevy Bolt, qui peut embarquer 5 personnes. Avec les connectivités d'Apple et d'Android, un écran tactile et un rétroviseur permettant de bénéficier d'une vue de 80 degrés, le Bolt annonce une autonomie de 320 km et ne coûtera qu'environ 30 000 $. Il y a de trop nombreuses raisons pour que les gens n'achètent pas de véhicules tout électriques. Typiquement, ils coûtent trop cher et n'ont pas assez d'autonomie. Ce que nous avons fait avec la Chevrolet Bolt, c'est d'éliminer ces raisons qui font que les gens ne voudraient pas l'acheter. Le Chevy Bolt devrait être mis en vente au cours de cette année. Le monde entier s'est précipité pour voir le dernier film de la série Star Wars lors de sa sortie, il y a maintenant 2 semaines. Néanmoins, le public chinois a dû se montrer un peu plus patient. La première de l'épisode, Le Réveil de la Force, a eu lieu à Shanghai dimanche soir. L'équipe du film et les acteurs étaient présents. Jeffrey Jacob Abrams est le réalisateur du dernier épisode de la saga Star Wars, à savoir Le Réveil de la Force. Il a foulé le tapis rouge aux côtés de la productrice Kathleen Kennedy et des stars du film, John Boyega et Daisy Ridley. Ils nous ont livré leur enthousiasme quant à la sortie du film en Chine. As a kid, I was always a fan of Star Wars, and so that was always closer to my heart. Yuan Li, Jie Jing. Yeah? Yeah? Les fans se sont réunis devant le Grand Théâtre de Shanghai afin d'apercevoir les stars. Beaucoup ont revêtu les costumes de leurs personnages préférés pour l'occasion. Près de 4 décennies après le premier film de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force a battu des records d'audience dans le monde entier suite à sa sortie le 18 décembre. Le film a généré $1 milliard de recettes en 12 jours seulement, ce qui constitue un nouveau record de l'histoire du cinéma. Il a réalisé le plus gros week-end de sortie en Amérique du Nord et a vendu le plus de tickets le jour de Noël. Il a également battu tous les records en termes de deuxième meilleur week-end. Au-delà du continent nord-américain, les ventes mondiales ont atteint les 529 millions de dollars à l'ouverture. Les ventes de tickets pour les séances IMAX ont atteint les 100 millions de dollars en 10 jours. Il s'agit d'un nouveau record mondial et tous ces records ont été battus sans la Chine, qui est aujourd'hui le second plus grand marché pour les films. Les fans chinois n'auront plus à patienter très longtemps avant de pouvoir voir le dernier épisode. En attendant, une exposition de figurines en édition limitée attire de nombreux curieux dans les centres commerciaux de la ville. Star Wars, Le Réveil de la Force sortira en Chine le 9 janvier. De nouveaux records sont alors attendus. À ce jour, le film venu d'Hollywood le plus profitable en Chine demeure Fast and Furious 7, qui a généré près de 390 millions de dollars. Le film ayant généré le plus de recettes au monde demeure Avatar avec 2,8 milliards de dollars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.